Je vous propose ici un cours sur l'économie des ressources renouvelables. Par définition, une ressource renouvelable est une ressource qui a la faculté de se régénérer. Et ce qui importe de notre point de vue, c'est que cette faculté de se régénérer nous donne l'opportunité, à condition que la ressource soit bien gérée, de consommer cette ressource en quantité infinie sur une période de temps infinie. C'est ce qui nous permet d'opposer les ressources renouvelables avec les ressources non renouvelables qui ne se régénèrent pas et qui donc aboutissent inéluctablement à leur épuisement. Il ne faut pas en tirer comme conclusion qu'une ressource renouvelable ne peut pas être épuisée. Une ressource renouvelable peut être épuisée, mais cela découle du fait qu'elle a été mal gérée. Autrement dit, que l'on a durablement prélevé dans cette ressource une quantité plus grande que sa régénération naturelle, conduisant à une situation progressivement de disparition de la ressource et d'épuisement. Un exemple emblématique de ressources renouvelables, c'est les populations de poissons. Il y a une littérature économique très importante sur ce sujet, et donc c'est cet exemple que l'on va prendre pour la suite de ce cours. Pour traiter des populations de poissons, et par la suite aborder la question de l'économie de la pêche, on va se placer dans un cadre extrêmement simplifié. Le but est de construire un modèle qui nous permette de poser une multitude de questions et qui nous permette à terme de discuter de l'économie de la pêche, de la régulation de la pêche et d'une gestion durable des ressources halieutiques. Le point de départ de notre modèle va être de considérer que l'on étudie l'exploitation d'une espèce de poisson sur une zone de pêche donnée. Donc on isole une zone géographique et à l'intérieur de cette zone géographique, on s'intéresse à l'évolution d'une espèce de poisson particulière. En termes de notation, on va, pour chaque date t, utiliser la notation x de t pour définir le stock de poissons à la date t. Ce stock peut être mesuré de différentes manières. On peut compter les individus, donc le nombre de poissons, ou on peut mesurer le stock en masse, en tonnes de poissons par exemple. Évidemment, lorsque on fait les hypothèses que je viens de décrire, lorsque l'on pose les hypothèses que je viens de décrire, on laisse déjà de côté une multitude de choses. Déjà, le fait d'isoler une zone de pêche, c'est problématique si l'espèce est migratoire. Deuxième chose, le fait de s'intéresser uniquement à une espèce de poisson, ça peut être problématique si dans le milieu naturel, il y a d'autres espèces de poissons et qu'il existe des relations de prédation, par exemple. Enfin, un autre problème que l'on laisse de côté ici, lorsque l'on pose la mesure du stock de poissons soit en individus, soit en masse, en tonnes, c'est qu'on prend mal en compte l'hétérogénéité à l'intérieur de cette population de poissons. Compter les individus, évidemment, ça pose un problème puisqu'on fait implicitement l'hypothèse que ces individus sont homogènes. On néglige le fait qu'il puisse y avoir des petits et des gros individus. Mesurer le stock de poissons en tonnes, c'est le problème inverse, c'est-à-dire qu'on a une idée de la masse globale, mais on ne sait pas comment elle se répartit entre les individus. Dans la suite de ce cours, on va s'intéresser de près à l'évolution à travers le temps du stock de poissons que l'on a décidé d'étudier dans la zone de pêche que l'on a isolée.
Cette évolution, on va la mesurer à l'aide de la variation du stock de période en période que l'on notera delta x en fonction du temps. Dans une zone de pêche donnée, cette évolution va dépendre d'une multitude de facteurs, parmi lesquels les caractéristiques du milieu naturel, qui vont refléter les propriétés de cette zone de pêche. Par exemple, est-ce que dans cette zone de pêche, la nourriture pour l'espèce qu'on a décidé d'étudier est abondante? Est-ce que dans cette zone de pêche, il existe de nombreux prédateurs, etc., etc., etc. Également, l'évolution de ce stock de poissons va dépendre des caractéristiques biologiques intrinsèques de cette espèce de poisson. À quel rythme se reproduit-elle? Quelle est sa durée de vie? Etc., etc. Et enfin, un dernier facteur que l'on négligera dans un premier temps, mais bien sûr, c'est le problème de la pêche, qui rajoutera une autre cause de mortalité de notre espèce de poisson, et qui donc modifiera le stock. Plus il y aura de pêche, bien entendu, plus il y aura de prélèvements, et plus le stock sera réduit. Je précise que par la suite, dans le cours, on ne sera pas toujours rigoureux sur les notations. Et notamment, de manière à alléger les notations, j'omettrai la plupart du temps la date T. Et donc, je me permettrai d'écrire X, le stock de poissons, implicitement à une certaine date T que l'on est en train d'étudier, et delta X, la variation de ce stock de poissons pendant une période que l'on est en train d'étudier. Comme je le disais à l'instant, dans un premier temps, on va négliger la pêche, et donc on va se placer dans un cadre tel que l'évolution de la population de poissons à travers le temps ne dépend que des conditions du milieu naturel et des caractéristiques biologiques de cette espèce de poisson. On va par ailleurs supposer que la zone de pêche est dans une situation stationnaire. Autrement dit, les caractéristiques de cette zone de pêche, son état, vont être supposées constantes à travers le temps. On imaginera qu'il y a tout le temps autant de nourriture, tout le temps autant de prédateurs, que la température de l'eau est grosso modo constante d'une année sur l'autre, que la quantité d'oxygène est constante d'une année sur l'autre. Bref, on va raisonner à conditions fixes. Si on raisonne à conditions fixes, la zone de pêche étant toujours dans un état comparable aux années précédentes, eh bien on va être amené à faire une hypothèse assez naturelle qui est que la variation delta x du stock de poissons pendant une période considérée ne dépendra que du stock de poissons, c'est-à-dire de l'état du stock de poissons en début de période. Pour dire les choses de manière plus courte, on fait l'hypothèse que la zone de pêche reste globalement inchangée d'une période sur l'autre, et logiquement, en faisant cette hypothèse-là, on en vient à conclure que les variations du stock de poissons que l'on observera ne dépendront que de l'état de la population de poissons au début de la période étudiée. Sous ces hypothèses, on va être amené à définir ce qu'on appellera une fonction d'accroissement naturel de la population de poissons. Fonction d'accroissement naturel de la population de poissons. Ce sera une fonction f qui à un stock de poissons initial x associera la variation de ce stock de poissons pendant la période delta x. Donc on a vraiment une fonction qui, en fonction de x, le stock de départ en début de période, associe la variation delta x de ce stock de poissons pendant la période. Et comme je l'ai dit, on fait l'hypothèse que cette fonction f
reste la même à chaque période, du fait qu'on a posé comme hypothèse que la zone de pêche est dans un état stationnaire. Cette diapositive a pour but de vous faire comprendre comment on peut construire une fonction d'accroissement naturel et à partir de quelles données. Ici, je me suis appuyé sur un article de 2009. Le sujet de cet article, c'est le hareng dans le Pacifique Nord. Et vous avez un graphique avec en abscisse, comme vous pouvez le voir, le stock de poissons mesuré en tonnes et en ordonnée la variation de ce stock de poissons mesuré en individus. Ce n'est pas la même unité, mais peu importe. Donc ici, si on utilise les notations de notre cours, on a donc la variable x, et là, on a delta x. Vous avez un certain nombre de points qui sont représentés. Par exemple, ce point-là, qui correspond pour une année donnée à une mesure du stock de poissons en abscisse et une mesure de sa variation en ordonnée. Comment procède-t-on ? On procède en général par prélèvement aléatoire, échantillonnage. Donc ce sont des biologistes qui se rendent sur place et qui, à l'aide de méthodes sur lesquelles nous allons rester silencieux dans ce cours, peuvent estimer le stock et sa variation d'une période sur l'autre. En répétant cette même opération sur plusieurs années, on obtient le nuage de points qui est ici. Une fois qu'on a obtenu un tel nuage de points, on peut utiliser des méthodes statistiques pour, en faisant une hypothèse sur la forme de cette fonction d'accroissement naturel, et j'y reviendrai par la suite, pour donc estimer la courbe qui sera au plus proche de ce nuage de points. Et donc, pour paramétrer une fonction d'accroissement naturel qui sera utilisée par la suite pour décrire la loi d'évolution biologique de ce stock de poissons. Sur ce graphique, il y a deux courbes, comme vous pouvez le voir, une courbe en trait plein et une courbe en pointillé, qui correspondent à deux formules différentes qui ont été étudiées dans l'article sur la forme de la fonction d'accroissement naturel, et donc qui donnent lieu, après l'estimation statistique, à deux paramétrages de deux fonctions différentes. Je vais vous présenter plusieurs lois classiques pour représenter l'accroissement naturel d'une population de poissons. La loi la plus utilisée, parce que la plus simple, notamment lorsqu'on a un objectif plutôt pédagogique, c'est la loi logistique. Cette loi a été inventée au XIXe siècle et elle s'écrit sous la forme Rx 1 moins x divisé par k. Alors pour être sûr, je vais le réécrire à la main. Donc c'est une loi qui s'écrit R fois x multiplié par 1 moins x divisé par grand K. Avec deux paramètres, on a dans cette fonction deux paramètres, c'est-à-dire des constantes. Ces constantes devront faire l'objet donc d'une estimation par la suite. Une première constante, grand K, que l'on appellera la capacité de charge du milieu. C'est un paramètre positif. Et une deuxième constante que l'on appellera le taux de croissance intrinsèque de l'espèce de poisson étudiée. Et même chose, il s'agit d'un paramètre strictement positif. On peut d'ores et déjà préciser que le premier paramètre, grand K, reflètera plutôt les caractéristiques de la zone de pêche, et le deuxième paramètre, petit r, représentera plutôt les caractéristiques de l'espèce de poisson. Je décris ici plusieurs spécifications possibles pour représenter une fonction d'accroissement naturel d'une population de poissons.
ce sont les spécifications les plus classiques. La première, c'est la loi exponentielle, dont je reproduis la formule pour qu'il n'y ait pas de confusion sur notamment les parenthèses. Donc la formule, c'est x multiplié par exponentielle de R1 moins x sur grand K. Je ferme la parenthèse, moins 1, et je rajoute une parenthèse comme ça. On a donc une première parenthèse qui englobe ce terme-là, exponentielle de ce terme-là, et une deuxième parenthèse qui prend exponentielle moins 1. La deuxième formule, c'est ce qu'on appelle la loi de Gompertz, qui s'écrit moins r fois x fois le logarithme népérien de x sur grand K. La troisième formule, qu'on appelle loi logistique généralisée, s'écrit r fois x multiplié par 1 moins x sur grand K à la puissance alpha x sur petit k moins 1 à la puissance bêta, avec tous les paramètres qui sont positifs. Tous les paramètres, donc la dernière formule c'était la loi logistique généralisée, tous les paramètres sont positifs. Vous voyez que nous avons défini ici un paramètre R, un paramètre grand K, un paramètre petit k, un paramètre alpha et un paramètre bêta. Tous sont positifs. Ce sont des constantes, et selon la formule que vous utilisez une loi exponentielle, une loi Gompertz, une loi logistique généralisée, selon les formules, eh bien, vous devez trouver la valeur de ces paramètres qui permettra d'approcher le plus possible le nuage de points qui a été mis en évidence pour l'espèce de poisson qu'on étudie. De manière à nous familiariser avec les différentes formules précédentes et à avoir une petite idée de leur représentation graphique, je vous propose ici un premier exercice dans lequel je vous donne les valeurs des différents paramètres, alpha, bêta, petit k, grand K et R, et dans laquelle je vous demande de construire une feuille de calcul, sous Excel par exemple, mais vous pouvez utiliser un autre logiciel si vous préférez, et de représenter graphiquement les lois d'accroissement naturel précédentes. Donc nous avons vu, je rappelle, la logistique, l'exponentielle, la Gompertz et la logistique généralisée. Donc vous avez à chaque fois 4 graphiques à représenter. Je vous propose de construire la feuille Excel en utilisant ce type de présentation. Donc dans une première zone, vous allez pouvoir mettre les différents paramètres avec les valeurs que nous avons retenues, 1, 1, 100, 25 et 0,05 pour les paramètres alpha, bêta, petit k, grand K et R. Une deuxième zone dans laquelle nous allons utiliser les formules en mettant dans la première colonne, c'est-à-dire la fonction f1x, nous mettrons la loi logistique. Ensuite, dans la deuxième colonne, nous mettrons f de x, la loi exponentielle. Dans la troisième colonne, la loi Gompertz. Et dans la quatrième colonne, nous mettrons la loi logistique généralisée. Le but de l'exercice, c'est d'obtenir le graphique ici, où vous aurez à représenter les différentes lois d'accroissement naturel, logistique, exponentielle, Gompertz, logistique généralisée, et je vous suggère
d'utiliser une échelle qui va de 0 jusqu'à 120 en abscisse et de moins 1 jusqu'à plus 3 en ordonnée. En abscisse, il s'agit de représenter le stock de poissons et en ordonnée, il s'agit de représenter la fonction f qui donne l'accroissement naturel de ce stock de poissons. Je vais vous proposer directement un corrigé, un tutoriel sous Excel. J'ai pré-rempli les valeurs des paramètres ici, qui sont donnés dans l'énoncé 1, 25, 100 et 0,05 pour les paramètres alpha, bêta, petit k, grand K, R. Petite précision pour la suite du corrigé. Lorsqu'on se place dans une cellule d'Excel quelconque, on voit apparaître à cet emplacement-là les coordonnées de la cellule, D4 en l'occurrence. Si je me déplace ici, vous voyez apparaître C4. Par contre, si je me déplace ici, vous voyez apparaître ici alpha. C'est moi qui ai choisi de renommer la cellule B4 alpha de manière à renvoyer au paramètre alpha. Ça donnera des formules plus simples par la suite. Ainsi, vous avez alpha ici, bêta, petit k, k pour remplacer k majuscule, car les majuscules ne sont pas autorisées, et RR pour remplacer petit r, du fait que R est une notation réservée par Excel. L'avantage de renommer les cellules, c'est que lorsque vous les utiliserez dans les formules et que vous copierez les formules, eh bien, la formule copiée renverra toujours à la cellule en question. Donc ça revient au même que d'utiliser des dollars dans Excel. Je vais commencer par la loi logistique. F1 égale Rx1 moins x sur k. Donc je me place dans la cellule B13, je tape égal R multiplié par x qui correspondra à cette cellule-là, multiplié par 1 moins x divisé par grand K. Comme vous voyez ici dans la formule, la notation RR et KK est directement utilisée par Excel, et quand je ferai une copie vers le bas, eh bien, ça renverra toujours au même paramètre. Je passe maintenant à la formule de la loi exponentielle qui vous est donnée ici, x exponentielle de R1 moins x sur grand K moins 1. Donc je me place en C13 égale x qui renvoie à A13 multiplié par parenthèse exponentielle qui s'écrit EXP majuscule sous Excel de R que je vais chercher là-haut, multiplié, j'ouvre une parenthèse, 1 moins x divisé par grand K. Je ferme une première parenthèse, je ferme la parenthèse de l'exponentielle, moins 1, et je ferme la parenthèse finale. Je vais maintenant m'intéresser à la loi Gompertz, dont la formule est donnée par moins Rx ln de x sur k. Donc je me positionne ici, égale moins R fois x fois ln, qui s'écrit L majuscule n dans Excel, parenthèse, x, que je vais chercher là, divisé par grand K. Je ferme la parenthèse. Alors ici, vous avez un message d'erreur qui vient du fait que je cherche à calculer le logarithme de A13 avec A13 égale 0. Donc ce n'est pas possible, mais par la suite, quand on fera la copie vers le bas, ça ne posera pas de problème. On aura juste un point manquant sur notre représentation graphique. Ensuite, la loi logistique généralisée, F4, la formule vous est donnée ici. Il y a juste deux petites coquilles. Au lieu de alpha et bêta, ici j'ai laissé petit a, petit b.
c'est donc Rx 1 moins x sur grand K à la puissance alpha, x sur petit k moins 1 à la puissance bêta. Je me positionne en E13 égale R multiplié par x que je vais chercher là, multiplié par parenthèse 1 moins x divisé par grand K à la puissance, alors on utilise l'accent circonflexe pour la puissance, alpha, multiplié par x sur petit k moins 1 à la puissance bêta. On a donc terminé de saisir cette formule et je peux faire entrer. Je vais maintenant sélectionner les 4 cellules avec les 4 formules que je viens de rentrer et je vais les copier vers le bas en tirant la petite poignée que vous voyez apparaître ici. Voilà, vous avez donc la représentation graphique qui apparaît. La loi logistique et la loi exponentielle sont presque confondues. D'accord ? Ces deux formules ici sont presque confondues, donc sur le graphique on ne voit pas vraiment la différence. Comme vous voyez, les valeurs sont très proches. Donc ça correspond à cette courbe-là. Ensuite, vous avez la loi Gompertz qui est représentée ici. D'accord ? Ça, c'est la loi Gompertz. Et ça, c'est la loi logistique généralisée. Alors, si on commente ces différentes formules et la représentation graphique, on s'aperçoit que la loi exponentielle et la loi logistique, bon, il n'y a pas beaucoup de différence, en tout cas pour les valeurs de x qui sont représentées ici. Ça donne une courbe à peu près symétrique, voire même parfaitement symétrique dans le cas de la loi logistique. Elle est d'abord croissante, puis décroissante. On a déjà étudié ses propriétés dans le cours. Pour ce qui est de la loi Gompertz, on s'aperçoit qu'on retrouve cette même propriété, d'abord croissante, puis décroissante, mais par contre elle n'est pas symétrique. Elle a une croissance plus rapide et une décroissance plus lente par la suite. La plus intéressante et la plus particulière, c'est la loi logistique généralisée. Loi logistique généralisée qui a cette propriété d'être d'abord négative. Vous voyez qu'ici, l'accroissement naturel est négatif. Et ensuite, on retrouve une forme proche des autres, avec une partie croissante positive, puis une partie décroissante. On s'aperçoit également, dernière chose à dire, que pour toutes les lois, on a une partie qui est négative sur la fin, c'est-à-dire si le stock de poissons devient trop grand, l'accroissement naturel est négatif. Alors, résumons. On a 3 courbes avec des propriétés relativement semblables, un accroissement naturel positif pour un stock de poissons relativement faible, puis négatif pour un stock de poissons relativement grand. Un cas particulier, la loi logistique généralisée, avec un accroissement négatif lorsque le stock de poissons est relativement faible, qui devient ensuite positif pour un stock de poissons intermédiaire, pour finalement devenir négatif pour un stock de poissons très grand. Je vous laisse réfléchir aux raisons qui pourraient faire que l'accroissement naturel pourrait être négatif pour certaines espèces lorsque le stock de l'espèce en question est relativement faible. On a évidemment ici une zone de vulnérabilité dans le cas de la loi logistique généralisée. Zone de vulnérabilité parce qu'on a le stock de poissons qui est encore présent, mais l'accroissement naturel est négatif. Par conséquent, ce stock de poissons ne croît pas, il décroît. Et comme vous le voyez, on risque d'aller vers l'extinction de cette espèce puisqu'on a toujours un accroissement décroissant, un accroissement naturel négatif, donc une décroissance du stock de poissons jusqu'à atteindre 0. Je vous laisse réfléchir à ça et ce serait intéressant à l'occasion d'une discussion,
de me dire à quel type d'espèce vous pouvez penser pour obtenir ce type de propriété. Vous pouvez aller chercher aussi bien du point de vue des espèces marines, que ce soit poissons ou mammifères, ou bien vous pouvez aussi étendre à des espèces terrestres, et notamment des mammifères terrestres. Par la suite, nous utiliserons principalement la loi logistique. La raison est que la loi logistique donne lieu à des calculs plus simples, tout en permettant de décrire la plupart des mécanismes qui nous intéressent. Avant de décrire ce graphique et de commenter les résultats qui sont résumés ici, je voudrais construire le tableau de variation et vous donner les éléments qui permettent de construire ce graphique. Je vous rappelle la formule de la loi logistique. F de x égale Rx 1 moins x sur grand K. On veut compléter le tableau de variation dans lequel on mettra les valeurs de x de 0 jusqu'à plus l'infini. On verra qu'il y a deux valeurs particulières de x qui sont intéressantes, k sur 2, grand K. Et on s'intéressera à l'évolution de f de x et également de sa dérivée de manière à connaître le sens de variation de f de x. Il y a d'ores et déjà deux valeurs de f de x que je peux calculer assez facilement. C'est la valeur de f de x pour x égale 0 et pour x égale grand K. On peut facilement trouver que f de 0 égale 0, puisque si x égale 0, vous avez 0 ici, et donc en multipliant, ça fait que la fonction f de x devient nulle. On peut également montrer que f de grand K égale 0 du fait que le terme entre parenthèses ici devient, lorsque x égale grand K, 1 moins grand K sur grand K, c'est-à-dire 1 moins 1, et il s'annule. On peut donc reporter les valeurs 0, 0 ici. Pour aller plus loin, on va maintenant avoir besoin de calculer la dérivée de f de x. On peut au choix dériver la formule que je vous ai donnée ici, mais je vais préférer développer de manière à décomposer la difficulté. Si je développe la formule de départ, j'obtiens Rx moins R sur grand K x carré. Pour la dérivée, on va se souvenir que la dérivée de x c'est 1, que la dérivée de x carré c'est 2x, ce qui me permet d'écrire f'x est égal à r fois 1 moins r sur grand K facteur de 2x, et en factorisant, je vais obtenir r 1 moins 2x sur grand K. On peut donc montrer que f'x va être positive à chaque fois que x sera plus petit que k sur 2. On peut montrer que f'x s'annule lorsque x égale k sur 2. Et on peut montrer que f'x est négatif lorsque x est supérieur à k sur 2. Je vous laisse vérifier ces résultats
en utilisant la formule qui est ici. On a donc mis en évidence, si je reviens dans mon tableau de variation, que f'x s'annule en ce point-là, qu'il est positif avant ça, et qu'il est négatif après ça. On se souvient d'un résultat que vous connaissez pour l'avoir étudié en lycée, c'est que lorsque la dérivée d'une fonction est positive, ça veut dire que la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. On peut donc affirmer que la fonction f de x est croissante dans cette zone-là, décroissante dans cette zone-là, et à nouveau décroissante après. Vous voyez qu'il va être intéressant de calculer la valeur de f de x pour k sur 2. On va calculer la valeur de f de x pour k sur 2 ici, parce que en ce point-là, la fonction f de x va atteindre un maximum. Elle est croissante avant, décroissante après, c'est donc un maximum. Donc je calcule f de k sur 2. Alors ça me donne r k sur 2, 1 moins k sur 2 divisé par k. Vous pouvez simplifier dans la parenthèse ici, vous obtenez 1 moins 1 demi, qui à nouveau se simplifie en 1 demi. Et finalement, vous pouvez écrire que la fonction f pour k sur 2 est égale à r k divisé par 4. Dernière chose qu'on peut calculer, c'est la dérivée seconde de la fonction f. On a calculé tout à l'heure que f'x était égal à r moins r sur grand K facteur de 2x. Si je dérive par rapport à x cette expression-là, sachant que la dérivée de x c'est 1, eh bien j'obtiens f seconde de x égale moins 2r sur k. Ce qui m'intéresse ici, c'est que cette fonction est décroissante et que cette dérivée seconde est décroissante et que cette propriété implique que la fonction f est strictement concave. On a donc désormais tous les éléments pour faire la représentation graphique de la fonction f. Et donc je reviens dans le cours. On retrouve dans ce graphique toutes les propriétés qu'on a mises en évidence. f de 0 et f de k égale 0. f de k sur 2 égale rk sur 4. On a mis en évidence le fait que la dérivée première s'annulait pour k sur 2, que la dérivée seconde était négative, et on peut faire la représentation graphique que vous avez ici. On vérifie bien que notre fonction f s'annule pour les valeurs 0 et grand K. On vérifie qu'elle est égale à rk sur 4. Donc ici, on a une petite coquille, rk sur 4. Elle est maximum donc en ce point-là. Pour k sur 2, la fonction prend comme valeur maximum rk sur 4. Il y avait une petite erreur sur la diapositive ici. Enfin, elle est concave.
ce qui veut dire que elle a cette forme, plus précisément, si vous tracez les tangentes, eh bien, vous voyez que la pente des tangentes est de plus en plus faible, ce qui est la caractéristique d'une fonction concave. Dernière propriété que je n'avais pas mise en évidence, la valeur de la dérivée de la fonction f en 0 est égale à petit r. Ce qui est une propriété intéressante parce que ça implique que la tangente de la courbe f de x au point 0 a pour pente petit r. C'est-à-dire le taux d'accroissement naturel de la population de poissons. Selon les espèces, vous aurez des courbes qui seront plus ou moins aplaties, ce qui traduira ici un R plutôt petit, ou des courbes qui seront très pentues à l'origine, ce qui traduira un R plutôt grand. Et un R petit ou un R grand représentera une plus grande capacité à se reproduire et à croître pour l'espèce de poisson.